Chers étudiants, chères étudiantes, chercheurs, enseignants et professionnels de la science. Il est question aujourd'hui de la science politique. En science politique, nous avons choisi un sujet intéressant, la nature de l'État. De quoi s'agira-t-il dans ce chapitre? Nous allons nous interroger sur l'importance de l'État dans la vie des citoyens. Ensuite, l'origine de l'État. Quelles sont les théories qui expliquent sa création en tant qu'institution? Et ces origines nous amènent à définir l'État. En français facile, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette méga institution que les uns appellent Léviathan et les autres appellent monstre qui occupe toute notre vie? Sa vraie signification, c'est quoi? Quelles sont ces conceptions qui dominent le monde aujourd'hui? Quelles sont les différentes formes de l'État? Et quels sont les éléments qui constituent un État? Et qui sont en même temps les conditions de son existence? Les différentes notions qui seront clôturées par les fonctions de l'État, les différents organes de l'État, leurs missions et leurs capacités dans la société. Nous allons décortiquer cette institution omniprésente dans notre existence pour que nous puissions comprendre son importance. Mes chers étudiants de l'Université pédagogique nationale, étudiants du département des sciences politiques, les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, étudiants du département des sciences commerciales, à mes étudiants de l'université Congo en Banzangongo et aussi aux étudiants de l'université Simon Kimbangu et à toutes les autres universités où nous dispensons le cours d'introduction à la science politique et le cours de nature de l'État. Aujourd'hui, c'est un début d'une série de vidéos, la série qui va porter sur la matière de sciences politiques et de la nature de l'État. Alors pour commencer, nous avons le premier chapitre qui concerne l'État. Nous allons parcourir ces chapitres en 7 points. D'abord, nous allons expliquer quelle est l'importance de l'État dans la vie des citoyens. Après avoir expliqué son importance dans la vie de la nation, l'État comme institution, nous allons nous intéresser à connaître ses origines. Les théories qui expliquent sa création. Et ces théories vont nous amener au troisième point qui consiste à définir l'État. Quelles sont les différentes définitions acceptables aujourd'hui sur le plan scientifique du concept État? Alors, les différentes définitions vont nous expliquer les conceptions qui dominent le monde, les conceptions de l'État, bien sûr, qui dominent le monde actuellement. Et ces conceptions qui sont de philosophie et de la manière dont les gens conçoivent cette institution vont nous amener à vous expliquer en long et en large les différentes formes de l'État. Et les différentes formes de l'État nous aideront à dégager les conditions d'existence d'un État ou les éléments constitutifs de l'État. Et nous allons terminer notre chapitre par l'explication des organes, des fonctions de l'État, la mission de l'État, ainsi que ses différentes capacités en tant qu'institution qui régente notre existence. Voilà, brièvement, le contenu de la matière d'aujourd'hui. On commence par l'importance de l'État. À quoi l'État est important dans notre vie? Je tiens à vous signaler que l'État, c'est une institution omniprésente dans notre existence. Dès la naissance, l'État s'occupe de nous parce que dans les conditions normales, nous naissons dans les maternités de l'État ou les maternités agréées par l'État. Et 30 jours après, l'État impose à nos parents l'obligation d'aller enregistrer nos enfants au service de l'État civil. Et plus tard, c'est l'État qui organise l'éducation de base de manière gratuite de nos enfants, lorsque l'État est responsable. Et cette éducation de base nous conduit à l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire, soit organisé par l'État lui-même, soit agréé par l'État.
Et une fois que vous avez votre diplôme, l'État a l'obligation de créer les emplois ou de créer un environnement favorable à la création des emplois par les privés. Et vous avez du travail, vous voulez vous marier, l'État vous impose d'aller se présenter devant l'officier du ministère de l'État civil pour, une fois de plus, enregistrer votre mariage. Et quand vous tombez malade, les institutions de santé appartiennent à l'État ou sont agréées par l'État. Et l'État, dans tout votre parcours, assure votre sécurité en tant que personne physique et assure aussi la sécurité de vos biens. Et à votre décès, pour être enterré dignement, vous devez présenter les certificats de décès délivrés par les services de l'État. Et arrivé au cimetière, l'État impose de garder le reste de votre corps, votre dépouille, 50 ans après, sans profanation. On ne peut pas profaner votre tombe. Donc sinon c'est un sacrilège. Voilà, cette institution omniprésente qui s'occupe de nous de la conception jusqu'à la mort et qui s'occupe aussi du reste de notre corps après la mort est d'une importance capitale dans la vie de chaque citoyen, de chaque nation et de chaque collectivité. Alors, parce que nous l'avons défini ainsi et nous l'avons décrit ainsi par rapport à son importance, quelle est son origine? D'où vient-il l'État? Je tiens à vous signaler qu'il y a plusieurs théories qui expliquent la création de l'État. Et ces théories partent de ce que je qualifie l'état de puissance. L'état policier, l'état gendarme, l'état-providence. C'est cet état que la plupart des auteurs de cette conception de l'état-puissance ont qualifié de Léviathan. Les autres ont parlé d'un monstre, d'une grande institution dont la mission principale est d'assurer l'intérêt général. Et parce que l'intérêt général est toujours menacé par la nature humaine qui est par essence égoïste, égocentrique, l'État est doté des prérogatives de la puissance publique qui lui donnent le droit d'utiliser la contrainte légitime. Voilà pourquoi cet état de la puissance, tel que décrit par les auteurs tels que John Locke, Thomas Hobbes, vous passez par les auteurs comme Jean-Jacques Rousseau. Donc, cet état de puissance, plus tard on s'est dit, mais l'État, quand il a beaucoup de puissance, peut écraser les citoyens qu'il est censé protéger. C'est ainsi que les Montesquieu, avec l'esprit des lois, les Jean-Jacques Rousseau, ont préconisé ce qu'ils ont appelé les mécanismes de contre-pouvoir. Donc on passe de l'État qui produit les normes juridiques pour imposer la contrainte légitime en vue de protéger l'intérêt général, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. On passe de cet État à l'État de droit. C'est un État qui doit se soumettre à la norme juridique. Donc, la conception d'un État producteur des normes juridiques à imposer aux autres pour respecter l'intérêt général et assurer la cohésion dans la société, cette conception est remise en cause par un courant de pensée qui pense que si l'État ne se soumet pas au respect du droit, il va lui-même être le fossoyeur et va tomber dans l'arbitraire. Et l'arbitraire n'est pas acceptable. Voilà pourquoi on a dit, nous voulons quitter d'un État créateur de normes à un État résultat des normes. Et cet État résultat des normes, cet État qui est la conséquence de la norme, et cet État qui est le produit de la norme juridique, il doit être soumis et on l'appelle l'État de droit. Et dans cet État de droit, tout le monde, du sommet à la base, doit être soumis au respect de la loi, y compris l'État lui-même. Mais plus tard, les autres théoriciens modernes ont amené des théories où on ne parle plus de l'état de droit, encore moins de l'état de puissance, mais on parle de l'état de service. Alors, l'État maintenant a l'obligation de fournir des prestations directement aux citoyens, avec l'obligation de redevabilité,
l'obligation de transparence et l'obligation de transparence. Les trois conditions est ce qu'on appelait le gouvernement ouvert, un État ouvert, qui est au service de ses concitoyens, au service des citoyens, et auquel État les citoyens participent activement à l'élaboration des politiques et à leur mise en pratique. Voilà brièvement ce que nous pouvons retenir comme origine de l'État. L'État est né du souci des citoyens au sein de la collectivité d'abandonner l'état de la nature où il y avait la jungle, la loi du plus fort, pour céder la force physique individuelle à une institution dont la mission est d'assurer l'intérêt général. La mission de sécuriser tous les citoyens de la même manière sans que personne ne recourt à sa force physique personnelle pour régler des comptes ou pour s'approprier un bien. Voilà, donc, parce que les soucis qui animaient les humains dans la création de l'État est de réfuter le recours à la force comme mode de résolution des problèmes dans la société, où la loi des plus forts est toujours la meilleure. À ce moment-là, on nous dit, mais l'État c'est quoi concrètement? Comment on définit l'État? En termes de définition, je dois vous dire, chers étudiants, qu'à ce jour, il n'existe pas une définition unique qui réunit l'unanimité de tous les auteurs. Chacun définit le concept d'État selon sa conception du monde. Et même quand vous regardez les différentes disciplines, les sociologues ont leur façon de concevoir l'État, les politologues de même, ainsi que les juristes. Même les philosophes n'ont pas la même définition de l'État que les historiens et les autres branches scientifiques. Face à cette diversité de conceptions de l'État, de définitions de l'État, que pouvons-nous retenir concrètement? Voilà pourquoi, dans mon ouvrage intitulé « Initiation à la science politique », me référant à tout ce que j'ai lu comme définition des autres auteurs et à mes analyses personnelles, à mon expérience professionnelle, j'ai compris que l'État n'est rien d'autre qu'un cadre institutionnel au sein duquel on exerce des pouvoirs politiques dont la mission de ce pouvoir est d'assurer la cohésion au sein de la collectivité et promouvoir la conscience de soi. Donc, l'État, pour moi, c'est un cadre institutionnel au sein duquel cadre s'exerce des pouvoirs politiques. Et la mission d'un pouvoir politique, la mission du pouvoir politique exercé au sein de l'État, c'est tout simplement d'assurer la cohésion entre les membres de la communauté, promouvoir la conscience de soi et assurer la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Voilà, donc si on comprend ainsi l'État de la manière dont je viens de vous le définir, quelles sont alors les différentes conceptions qui dominent le monde? Comment, à travers le monde, on conçoit l'État? Il y a deux grandes conceptions qui se réclament la paternité de l'État et les principes directeurs de ce que nous pouvons appeler l'État, dans son fonctionnement. D'abord, la conception libérale. Selon la conception libérale, l'État, c'est une institution qui assume les missions régaliennes. Qu'est-ce qu'on entend par mission régalienne? C'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Protéger les territoires contre les menaces extérieures. Les missions régaliennes, c'est aussi établir des rapports de bon voisinage avec les autres pays, la diplomatie. Alors, parce que l'État doit pacifier l'intérieur du pays, assurer la cohésion nationale, et que l'État a la mission de protéger les personnes et leurs biens. À ce moment-là, dans la conception libérale, l'État a aussi, et entre autres, la mission de régulation. Il faut résoudre les différents conflits qui se posent dans la société. Il faut réguler la vie dans la société. Voilà, chers amis, ça c'est la conception libérale de l'État. Mais à côté de la conception libérale, il y a une autre conception qui a émergé, c'est la conception marxiste. Dans cette conception, on observe que l'histoire de toutes les communautés humaines
de toutes les sociétés, c'est l'histoire des luttes des classes. Il y a des contradictions et des conflits inévitables qui sévissent dans la société. Mais comment mettre fin à ces conflits? C'est par la nécessité de créer l'harmonie et de mettre fin au conflit que l'État est né selon la conception marxiste. Mais les marxistes se rendent très vite compte qu'au lieu de régler les problèmes pour lesquels il a été créé, l'État se transforme en un instrument à la disposition de la classe dominante pour exploiter et dominer les faibles. Voilà pourquoi les marxistes, dans leur théorie, pensent qu'il faut la disparition de l'État, mais avant d'y arriver, il faut passer par une phase transitoire qu'ils appellent le socialisme, où il faut instaurer la dictature populaire et enfin aboutir à une société égalitaire. C'était un idéal qu'on n'a jamais atteint, parce que dans la pratique, on a constaté que quand on est arrivé à ce qu'ils ont appelé la phase de transition, le socialisme, et à cette phase, l'État s'est consolidé encore davantage, comme si on était dans la conception libérale. Voilà, donc, si en tant qu'étudiant, quelqu'un vous posait la question de savoir quelles sont les grandes conceptions de l'État qui dominent le monde, je sais qu'il y en a plusieurs, mais à part leurs variantes, nous pouvons les regrouper en deux grandes catégories. Vous avez la conception libérale, dont je vais vous parler, dans laquelle conception on assigne à l'État les missions régaliennes, les missions de protection des personnes et des biens, les missions d'assurer la protection du territoire contre les menaces extérieures, les missions d'assurer les relations avec les autres États, les missions de régulation pour régler les conflits au sein de la société et les missions de réglementation parce que la société doit vivre en harmonie. Voilà brièvement la conception que nous qualifions de la conception libérale, et vous avez les marxistes que je viens d'expliquer qui observent que la société est divisée et minée par des conflits et des luttes de classe qu'il faut régler. Dans cette lutte de classe, on a cherché à créer l'État pour apaiser les tensions, mais malheureusement, l'État a été accaparé par la classe dominante qui l'utilise pour opprimer les plus faibles de la société. Maintenant, parce que nous nous mettons d'accord de ces deux conceptions, quelles sont alors les différentes formes de l'État? Aujourd'hui, si nous voulons bien expliquer les différentes formes de l'État, il y a des critères. En droit constitutionnel, vous avez des critères. Vous avez les critères politiques et les critères juridiques. Au plan politique, on s'occupe de la conception philosophique qu'on a de l'État. Et à ce moment-là, on s'est dit, comment l'État est organisé? Quelle est la philosophie qui est partagée au sein de la société? Et là, on vous parle de l'État libéral, comme je viens de le dire, de l'État patrimonial, et toutes les autres conceptions de l'État. Mais ce n'est pas cette conception qui nous intéresse dans ce cours. Ici, nous allons exploiter les critères des normes juridiques. Nous allons prendre l'élément juridique pour distinguer les différentes formes de l'État. L'avantage de la norme juridique ou des critères juridiques pour distinguer les formes de l'État, c'est que ces critères nous permettent de déterminer les détenteurs de pouvoir au sein de l'État. Nous permet aussi d'analyser l'articulation des différents rôles de l'État entre les différents niveaux que compose la société. Voilà, si nous nous référons aux critères juridiques, nous distinguons deux formes de l'État. Premièrement, il y a la forme unitaire. Et deuxièmement, il y a la forme composée. Dans la forme unitaire, il s'agit de quoi? Quand est-ce qu'un État a la forme unitaire? Un État a la forme unitaire lorsque, dans cet État, il existe un seul centre d'impulsion et de décision politique. Dès que vous vous rendez compte que dans cet État, vous n'avez qu'un seul centre de législation et de réglementation juridique,
vous devez savoir que vous êtes dans un État unitaire. Mais alors, comment on peut gérer un territoire vaste comme la RDC, un territoire vaste comme les autres territoires des pays, les États modernes aussi, aujourd'hui, dans un État unitaire? Alors, les théoriciens ont développé plusieurs techniques, plusieurs variantes pour gérer l'État unitaire. On en a 4. La première variante, c'est la centralisation du pouvoir. L'État unitaire peut être centralisé. La deuxième variante, c'est la déconcentration de compétences ou de pouvoir. La troisième variante, c'est la décentralisation. Et enfin, la quatrième variante, c'est le régionalisme politique ou le régionalisme constitutionnel. L'État unitaire régionalisé. Alors, quelle est la différence entre les différentes variantes de l'État unitaire? Premièrement, je tiens à vous signaler que l'État unitaire est centralisé lorsqu'il n'existe pas au niveau provincial, au niveau local, des délégués du pouvoir central. Il n'y a pas des organes du pouvoir central qui réglementent la vie. Tout dépend des organes centraux du pouvoir central installés dans la capitale. Voilà pourquoi les chercheurs empiriques se sont rendus compte que la centralisation de l'État, c'est une forme utopique, une forme imaginaire, difficile à appliquer dans les États modernes. Et très vite, on a conçu ce qu'on a appelé la déconcentration. C'est une correction de la centralisation. L'État unitaire est déconcentré lorsque le pouvoir central délègue au profit de ses représentants nommés une partie des compétences jadis réservées aux organes du pouvoir central. À ce moment-là, les détenteurs bénéficiaires de la délégation du pouvoir qui sont nommés sont aussi révocables par les autorités du pouvoir central. Et par voie de conséquence, ils n'ont pas d'autonomie de gestion réelle. Il faut qu'on se comprenne. Dans la centralisation, on est supposé ne pas avoir des organes et des délégués au niveau de la base. Et que la société est gérée, réglementée par des dispositions prises au niveau du pouvoir central. Voilà pourquoi on a qualifié la centralisation d'un État imaginaire, utopique. Mais maintenant, pour simplifier les choses, les autorités du pouvoir central nomment leurs représentants au niveau des provinces, au niveau des territoires, jusqu'au niveau local. Et les nouveaux représentants de l'État qui sont nommés sont bénéficiaires d'un certain nombre de compétences qu'on leur délègue. La délégation s'est faite au profit des individus. Et les individus qui sont nommés, les cas échéants parce qu'ils sont nommés, en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, ils sont aussi révoqués lorsqu'ils ne travaillent plus conformément à la volonté de ceux qui les ont nommés. C'est ça la déconcentration. Mais parce que la déconcentration, qui est un correctif de la centralisation, n'apporte pas grand-chose en termes de gouvernance, parce que les nominations à tous les niveaux dépendent de la volonté de ceux qui nomment. Les législateurs ou les théoriciens des sciences politiques ont conçu une autre technique de gestion de l'État unitaire qui s'appelle la décentralisation. Contrairement à la déconcentration, dans un État unitaire décentralisé, le pouvoir central transfère sur base d'une loi votée au Parlement un certain nombre de compétences aux organes locaux, aux organes provinciaux qui sont gérés par des dirigeants élus directement par la population concernée. Je voudrais qu'on saisisse la nuance fondamentale entre la déconcentration et la décentralisation. Dans la déconcentration, ce sont les autorités du pouvoir central qui nomment les représentants auxquels ils délèguent un certain nombre d'attributions qu'ils exercent en leur nom
et s'ils ne le font pas comme ils veulent, ils ont le pouvoir de les destituer. Mais par contre, dans la décentralisation, vous avez une loi votée au Parlement. On l'appelle tantôt loi sur la libre administration, tantôt loi sur la décentralisation. Tout dépend. On peut en avoir les deux à la fois. Alors, cette loi sur la décentralisation, cette loi sur la libre administration répartit clairement les compétences, les attributions entre le pouvoir central, le pouvoir provincial, le pouvoir municipal et le pouvoir local, selon les entités qui sont touchées par la décentralisation. Mais alors, parce qu'ils bénéficient de cette autonomie de gestion, ils travaillent conformément à la loi. Mais notez, quelles sont les relations que les autorités et les organes au niveau provincial, au niveau local ou territorial, quelles sont les relations que ces autorités entretiennent avec les autorités du pouvoir central? Les autorités du pouvoir central exercent le pouvoir de tutelle sur les organes décentralisés. Et le pouvoir de tutelle porte sur les personnes et sur les actes qu'ils posent. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ça. La ville de Kinshasa, vous avez un gouverneur qui avait été élu par l'Assemblée provinciale dans le cadre de la décentralisation. Mais pour prendre fonction, ce gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que les autres gouverneurs, avaient besoin d'une ordonnance présidentielle pour être investis. Et dès qu'ils sont investis, ils doivent former le gouvernement. À Kinshasa, le gouverneur de Kinshasa, au lieu de respecter la loi qui détermine le nombre de ministres provinciaux à 10, il en a nommé 20, transformant les 10 autres en commissaires généraux qui ne sont pas prévus par la loi. Son acte de nomination a été soumis au contrôle des tutelles du ministre de l'Intérieur qui l'a suspendu. Ça, c'est le pouvoir de tutelle que les ministres, en tant qu'autorité de tutelle, exercent sur les actes pris par les autorités qui gouvernent au niveau provincial. Ça peut aussi être au niveau municipal et au niveau local. Et enfin, l'État unitaire est aussi un État régionalisé. Et on parle du régionalisme politique ou régionalisme constitutionnel. Alors, de quoi s'agit-il? Contrairement à la décentralisation, où il y a une loi qui détermine les compétences entre le pouvoir central, le pouvoir provincial, le pouvoir municipal et local, dans le régionalisme constitutionnel ou politique, l'étendue des compétences et des attributions reconnues aux provinces et à d'autres entités sont définies et garanties dans la Constitution. J'aimerais que mes étudiants qui me suivent, ainsi que les autres amoureux de la science, comprennent son notion très capitale, parce que c'est la base même de la gestion des affaires publiques. Et dans notre pays, des fois, il y a une confusion totale. Je vais revenir pour vous poser la question de savoir, de par les explications que je viens de vous donner, la RDC, si elle est unitaire, quelle est la variante qui est appliquée? Et vous allez me dire si la RDC c'est un État unitaire centralisé, déconcentré, décentralisé, ou nous sommes dans le régionalisme politique ou constitutionnel. À ce moment-là, chers amis, quelle est la différence? La différence entre la décentralisation et le régionalisme politique et constitutionnel en est que la décentralisation est définie et déterminée par la loi votée au Parlement, tandis que les attributions, les compétences des provinces ainsi que d'autres entités territoriales dans les régionalismes politiques et constitutionnels sont
déterminés, définis, garantis dans la Constitution. Mais alors, vous allez vous rendre compte que là où il y a le pouvoir de tutelle, au niveau de la décentralisation, dans les régionalismes, vous avez les rapports juridictionnels et non pas le pouvoir de tutelle. Mais on verra plus tard aussi qu'il y a une dose de tutelle, mais la base des relations, la base juridique est juridictionnelle. Les relations sont juridictionnelles. Voilà, chers amis. Donc, il n'y a pas de confusion possible à faire entre un État unitaire déconcentré, décentralisé et les régionalismes constitutionnels ou politiques. Je me résume parce que c'est important pour vous. Et des fois, vous nous voyez à la télé, on discute et les gens parlent de génériques, mais ne maîtrisent pas les fondamentaux et que vous devez avoir en tant que créateur du savoir. Donc, je me résume très bien, chers amis, ces notions sont très capitales pour notre vie scientifique. La centralisation est une technique de l'État unitaire qui suppose que tous les pouvoirs sont concentrés par les autorités du pouvoir central. Et qu'au niveau provincial, au niveau municipal et local, on est censé tous être régis à partir d'un seul centre de législation et de réglementation juridique dans la capitale. Ce qui fait de la centralisation une technique d'organisation territoriale utopique et imaginaire parce qu'inapplicable dans les États modernes de par leur grandeur aujourd'hui. Et peut-être un village, ça peut tenir, mais pas un État moderne. Mais quand vous allez maintenant dans la déconcentration, on veut corriger les effets de la centralisation. Et cette correction porte sur la délégation d'un certain nombre de compétences, un certain nombre d'attributions jadis exercées par le pouvoir central et qui sont confiées aux représentants nommés. Il faut bien souligner, les représentants de l'État dans un État unitaire déconcentré sont nommés et ils sont bénéficiaires d'un certain nombre d'attributions ou de compétences qui autrefois étaient exercées par le pouvoir central. Mais parce qu'ils sont nommés et qu'il existe un principe de parallélisme des formes et de compétences, les cas échéants, ils sont révoqués ou relevés par l'autorité du pouvoir central qui les a nommés. C'est pour corriger cette faiblesse qu'on a préconisé la décentralisation, où les autorités locales, les organes locaux qui bénéficient d'un transfert de compétences au niveau du niveau central sont élus. Et ce transfert ne se fait plus selon la volonté des autorités du pouvoir central, mais ce transfert est opéré par la loi sur la libre administration, la loi sur la décentralisation. Et cette loi votée au Parlement qui répartit les compétences sans tenir encore compte de la volonté des autorités du pouvoir central. Et vient enfin les régionalismes politiques ou constitutionnels. Quand on parle du régionalisme politique ou constitutionnel, on se rend compte que les attributions, les compétences, en termes de leur degré et de leurs étendues, ils sont déterminés, consignés et garantis dans la Constitution. Et là où il y avait les relations de tutelle dans la décentralisation, ou les relations hiérarchiques dans la centralisation, mais dans les régionalismes constitutionnels et politiques, vous avez les rapports juridictionnels entre l'État, les autorités de l'État central et les autorités du pouvoir provincial. Chers amis, ça, brièvement, c'est ça l'État unitaire. Alors, avant de vous poser ma question, je passe d'abord pour vous expliquer la forme de l'État composé. Ça, c'est la forme de l'État unitaire. Deuxièmement, c'est la forme de l'État composé. Dans la forme de l'État composé, nous en avons plusieurs formes. Vous avez le fédéralisme, vous avez la confédération des États et les autres formes
qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que c'est une vidéo. Mais je vais vous expliquer les principales formes composées de l'État. Le fédéralisme. Dans le fédéralisme, il faut savoir que contrairement à la décentralisation, à l'État unitaire, vous avez deux niveaux détenteurs de pouvoir d'État. Vous avez le niveau fédéral et puis le niveau fédéré. Donc le niveau central, le niveau provincial. Deux détenteurs de pouvoir. Alors que dans l'État unitaire, on a parlé d'un seul centre. Ici, vous en avez deux. Mais alors, les deux niveaux ont tous les organes de décision politique, ont tous les organes à chaque niveau de législation et de réglementation juridique. Ce qui fait que dans le fédéralisme, contrairement au régionalisme constitutionnel, les États fédérés, on peut les appeler les provinces, on peut les appeler les cantons comme en Suisse, les Landes comme je crois en Allemagne ou en Angleterre. Donc ces provinces, comme au Nigeria, ont aussi leur propre constitution locale. C'est la présence des constitutions locales dans le fédéralisme qui fait la différence fondamentale entre la décentralisation et le régionalisme constitutionnel. Et les constitutions locales ou les constitutions fédérées, ces constitutions-là sont conformes à la constitution nationale et la constitution fédérale, mais c'est limite à réglementer les problèmes qui concernent uniquement la province ou l'État ou les cantons concernés. Alors, chers amis, vous comprenez que quand bien même le régionalisme politique ou constitutionnel est une phase préliminaire au fédéralisme, mais n'est pas le fédéralisme. Parce que dans le régionalisme politique et constitutionnel, les provinces n'ont pas leur propre constitution. Ils répondent aux impératifs d'un État unitaire. Mais dans le fédéralisme, les États fédérés, les provinces comme au Nigeria, les États fédérés comme aux États-Unis, les provinces comme au Nigeria, les cantons comme en Suisse et les Landes ont leur constitution locale. Voilà, chers amis, ce qui voudrait tout simplement dire que les degrés et l'étendue des compétences et de l'autonomie des provinces, des États fédérés ou des cantons dans le fédéralisme sont plus importants que dans un État unitaire. Ces degrés plus importants que dans un État unitaire. Mais alors, ce qu'il faut retenir, c'est que bien que fédéral, le fédéralisme a un aspect aussi unitaire. Quel est l'aspect unitaire du fédéralisme? Donc, vous avez des aspects unitaires du fait que la population se reconnaît appartenir à un seul pays. C'est une nation. Vous avez les aspects unitaires parce que la population, les pays a une seule monnaie. Vous avez les aspects de l'État unitaire parce que cette population a une seule armée. Et une seule diplomatie. Les États fédérés, quand bien même ils disposent de constitutions locales qui réglementent la vie de leur population au niveau local, n'ont pas de relations avec les États étrangers. Voilà, donc, on a ces aspects fédératifs avec l'autonomie et l'autonomie dans la gestion, et nous avons aussi les États unitaires. Mais je vais terminer l'aspect fédéral par insister sur une chose. Lorsque vous êtes dans un État fédéral, son avantage, c'est ce renforcement de l'autonomie, c'est ce rapprochement de l'administration par rapport aux administrés. Mais lorsque la culture politique est encore paroissiale ou de suggestion, il faut faire très attention avec ce genre d'organisation territoriale parce que très vite, ça peut basculer vers la sécession. Mais il faut renforcer l'éducation civique, il faut renforcer la culture politique pour que les gens comprennent que le fédéralisme n'est pas
la sécession, le fédéralisme n'est pas de tendance séparatiste. Alors, chers amis, je vais terminer par insister sur un aspect important, un aspect sur lequel les gens se posent des questions. Les gens me posent toujours les questions, surtout mes étudiants en droit à l'Université pédagogique nationale, que je salue, des étudiants très intelligents, très appliqués. Et quand je donne cours, tu as un débat de niveau de qualité. À ces étudiants, je reçois souvent des questions de savoir, monsieur le professeur, mais est-ce qu'il y a une différence entre le régionalisme constitutionnel et le fédéralisme? Mais je vais vous le dire, la différence est fondamentale. Quand bien même, dans le régionalisme constitutionnel, les rapports entre l'État central et les provinces sont juridictionnels, on y retrouve encore un aspect de l'exercice de pouvoir de tutelle dans le régionalisme. Quelque part, ce qui est exclu totalement dans le fédéralisme. Dans le fédéralisme, il n'existe pas le pouvoir de tutelle de l'autorité fédérale sur les entités fédérées. Toutes les relations sont exclusivement juridictionnelles. S'il y a un conflit qui oppose l'État fédéré, la province ou les cantons avec le pouvoir central, ce sont des cours et tribunaux, ce sont des juridictions qui tranchent. Ailleurs, la Cour suprême, dans d'autres pays, la Cour constitutionnelle, tout dépend. Voilà, chers amis, ce que vous devez retenir sur le fédéralisme. Mais à côté du fédéralisme, il y a un autre État composé, c'est la Confédération des États. Là, il ne s'agit pas d'un État proprement parlé, c'est une association des États indépendants qui décident de céder dans une certaine matière une partie de leurs compétences et confier à un organe commun géré par la conférence des présidents pour se soutenir mutuellement. Et ce sont surtout les questions de défense qui poussent les États à faire la confédération. Mais aujourd'hui, les confédérations à travers le monde n'existent pratiquement plus parce que, étant donné que la gestion est collégiale et la prise de décision se fait à l'unanimité, ça finit toujours par éclater et les pays retournent à leur souveraineté et établissent des relations diplomatiques d'égal à égal. Voilà, chers amis, vous avez là les différentes formes de l'État. Maintenant, d'après tout ce que je viens de vous dire, quelles sont les conditions pour qu'un État existe réellement? Les conditions pour qu'un État existe. Les éléments qui constituent un État. Vous voulez connaître que c'est un État? Ça, ce n'est pas un État. Je vous en donne 4. La première condition pour qu'on parle d'un État, c'est d'abord la présence et l'existence d'une population. Il faut qu'il y ait une population. Si vous trouvez quelque part où il n'y a aucun individu, il n'y a que les animaux, les serpents, les oiseaux, il faut savoir qu'il y a, ça ne peut pas être qualifié comme un État, c'est peut-être quelque chose d'autre. Alors, après la présence de la population, la deuxième condition, c'est le territoire. La population est soumise à un territoire. Et le territoire délimite les frontières. Et le territoire délimite l'action publique, la compétence de l'action de l'État. Donc, si vous avez une population sans territoire, vous ne remplissez pas les conditions d'être un État. Mais qu'est-ce qu'on entend par territoire? Le territoire comprend l'espace aérien, l'espace terrestre, l'espace lacustre ou fluvial. C'est ça le territoire. Donc, un avion qui quitte l'Angola pour aller au Rwanda et traverse notre espace aérien, il traverse notre territoire. Il doit rendre des comptes. Tous les espaces des océans, des fleuves, des lacs font partie de notre territoire. L'espace des terres, comme on dit, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Tout l'espace terrestre, c'est notre territoire. Mais la population et le territoire doivent être soumis à un pouvoir politiquement et juridiquement organisé.
comme troisième condition. Parce que la population sur un territoire doit vivre dans une harmonie, dans une cohésion et soumis à un pouvoir. Donc, là, nous avons trois conditions. Et enfin, la quatrième condition d'existence d'un État, c'est la reconnaissance de la communauté internationale. Vous pouvez avoir une population, un territoire et un pouvoir politiquement et juridiquement organisé, mais non reconnu par la communauté internationale. Donc, vous n'êtes pas un État. À proprement parler, si vous allez assister à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous aurez le statut d'observateur et non pas d'un État. Mais je tiens à souligner que ce sont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se sont organisés et octroyé la qualité de la communauté internationale. Et ils se sont convenus d'avoir un droit de veto, que si l'un d'entre eux ne vous reconnaît pas, même si les 4 autres vous reconnaissent, donc vous avez des difficultés de fonctionner sur le plan international comme un État. Et ces 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité sont les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Voilà, donc vous avez l'exemple de la Palestine, qui a une population qui est en train aujourd'hui d'être bombardée par Israël. Vous avez la Palestine, qui a une population, qui a un territoire. Vous avez la bande de Gaza et tout le reste des territoires où sont implantées les populations palestiniennes. Et vous avez un pouvoir politiquement organisé là-bas, mais les États-Unis, la Grande-Bretagne n'ont jamais reconnu la Palestine comme un État. Et par conséquent, la Palestine n'est pas un État. C'est le cas du Sahara occidental. C'est aussi l'état de l'enclave de Cabinda, où il y a les indépendantistes qui ont toujours cherché à faire du Cabinda à côté ici un pays indépendant, de la Casamance au Sénégal. Donc, la reconnaissance internationale, c'est un élément important. Mais la question fondamentale que je me pose et que je vous pose aussi, est celle de savoir, la RDC a une population, a un territoire, a un pouvoir politique et est reconnu sur le plan international. Mais pourquoi les spécialistes qui viennent en RDC disent que la RDC est dans un état de non-état? Pourquoi on dit que la RDC n'est pas un État? J'ai suivi plusieurs délégations européennes, américaines. Quand ils viennent en RDC, ils tiennent un langage diplomatique. Ils vont au Rwanda, ils vont en Ouganda. Et quand ils rentrent chez eux, ils disent que le problème qui se pose en RDC, c'est qu'il n'y a pas un État. Qu'est-ce qui nous manque? La population n'existe pas, congolaise. Les territoires congolais n'existent pas. Il n'y a pas un pouvoir politique en RDC où l'État congolais n'est pas reconnu par les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc voilà, chers amis. Mais le problème qui se pose, c'est l'effectivité et l'empirisme de ces éléments. Prenons le cas de la population. On dit que nous sommes un peuple, nous sommes une population congolaise. Mais par quoi on identifie une population d'un pays par rapport à d'autres? Comment on peut distinguer un Zambien d'un Congolais? Comment on peut distinguer un Centrafricain, un Angolais, un Soudanais, un Burundais, un Rwandais, Ougandais, les pays limitrophes? Comment ces peuples on peut les distinguer de nous? Donc, les pays sérieux organisent le recensement de la population, octroient les pièces d'identité, ce qu'on appelle la carte d'identité à leur peuple, ce qui fait que une fois vous avez été recensé, identifié, vous avez la pièce d'identité, les problèmes ne se posent pas. Mais nous sommes les seuls pays aujourd'hui où il n'y a que 2 personnes qui ont la carte d'identité. Est-ce que c'est normal? Et les 2 personnes, elles les ont eues par expérimentation pour montrer au peuple qu'on va commencer. Mais pour le reste, c'est par le visage, par la forme du visage, la forme de votre nez, de votre bouche, qu'on cherche à savoir vous êtes de quel pays. Ce qui est ridicule. Dans le monde moderne, on te regarde comme ça par votre facette, on dit, toi tu es rwandais, toi tu es angolais. Mais c'est pas sérieux. Notre administration devait s'organiser pour les opérations d'identification
et de recensement de notre peuple et octroyer les pièces d'identité. Il n'y en a pas. Le dernier recensement de notre pays date de 1984. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de carte. Deuxièmement, les territoires. Les territoires, c'est la protection des frontières. On ne peut pas parler des territoires sans frontières. La notion de territoire se délimite par les frontières. Les compétences de l'action publique, c'est par rapport aux frontières. Mais aujourd'hui, nous avons 4 territoires occupés par les Rwandais à l'est, et nous avons plusieurs territoires occupés par les groupes armés où il n'y a pas l'autorité de l'État, en Ituri, dans la province orientale, et vous avez des territoires entiers dans les Hautes-Ouélé occupés par les Mororo, et quand vous allez dans les Bas-Ouélé et dans l'Équateur, les grands Équateurs, et vous avez des territoires entiers occupés par les rebelles Seleka de la Centrafrique. Vous avez la Zambie qui occupe certains villages de notre pays, dans le territoire de Puerto, et on a des problèmes ici de contrôle de nos frontières avec l'Angola. Mais toute cette problématique de nos contrôles de nos frontières, les frontières sont poreuses. On y entre, on y sort comme si on était dans une toilette. Ça pose des problèmes. Je ne vais pas revenir sur les pouvoirs politiquement organisés et juridiquement organisés parce que vous connaissez les problèmes de légitimité qui se posent dans notre pays. Voilà, chers amis. Donc, aussi longtemps que nous restons dans ce cafouillage scientifiquement non explicable, on nous dit qu'on n'a pas un État alors que tous les éléments sont réunis pour être un État. Voilà pourquoi je vais passer à ce que j'appelle les fonctions de l'État. Quelles sont les fonctions de l'État? En management, je vous ai défini une fonction comme un ensemble d'activités que l'on exerce. Et quand je parle des fonctions de l'État, ce sont les activités que l'État exerce. En parlant des activités que l'État exerce, on nous renvoie directement aux organes qui prennent en charge ces activités-là. Ainsi, l'État, de manière générale, s'occupe des activités législatives qui sont prises en charge par le Parlement. Un Parlement qui peut être monocaméral ou bicaméral, donc 2 chambres ou une seule chambre. Nous avons les activités exécutives prises en charge par le gouvernement, qui est le pouvoir exécutif. Et dans l'exécutif, tout dépend de la nature du régime qui peut être soit monocéphale ou bicéphale. Et enfin, nous avons les activités juridictionnelles ou judiciaires qui sont prises en compte par le pouvoir judiciaire. Alors, lorsque le Parlement vote les lois, légifère, l'exécutif applique les lois dans la gestion des affaires publiques. Et le judiciaire, le pouvoir juridictionnel sanctionne ceux qui violent les lois dans la gestion des affaires publiques. C'est ça l'État dans son fonctionnement. Mais avec aujourd'hui l'évolution telle que je vous ai dit à l'introduction, on est parti de l'État puissance dont la finalité était l'application de la contrainte légitime pour protéger l'intérêt général à l'état de droit, où personne n'est au-dessus des lois, et que l'État lui-même doit être soumis à la norme juridique. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'État-service. L'État-service, c'est cet ensemble d'institutions qui fournissent des prestations directement à la population. Ce qui fait qu'à côté des organes classiques du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, nous avons aussi d'autres fonctions qu'on appelle les fonctions administratives. On crée des agences autonomes qui s'occupent des prestations directement à la population dans les domaines sanitaires, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'environnement, dans plusieurs domaines. Voilà, chers amis. Et l'État qui est opérationnel, qui fonctionne normalement, doit exercer ces activités-là. Mais pour terminer, je vais vous poser une seule question. L'État congolais a quelle forme? Quelle est la forme de l'État congolais aujourd'hui?
Est-ce que nous sommes dans un État unitaire, ou nous sommes dans un État fédéral, ou nous sommes une confédération? Si nous sommes dans un État unitaire, est-ce que c'est un État unitaire centralisé, déconcentré, décentralisé, ou nous sommes dans les régionalismes politiques ou constitutionnels? Est-ce que la RDC, c'est un État fédéral ou c'est un État confédéral? Voilà, chers amis, la question que je vous laisse comme travail pratique, et j'attends vos réponses et les commentaires dans la vidéo. Et je reviendrai plus tard, avant le deuxième chapitre de la nature de l'État ou des sciences politiques, pour répondre à votre question et répondre à vos observations et donner la réponse que je crois être la meilleure. Je vous remercie aujourd'hui pour votre attention et je termine par là. Chers étudiants, chères étudiantes, chercheurs, enseignants et professionnels de la science, il est question aujourd'hui de la science politique. En science politique, nous avons choisi un sujet intéressant, la nature de l'État. De quoi s'agira-t-il dans ces chapitres? Nous allons nous interroger sur l'importance de l'État dans la vie des citoyens. Ensuite, l'origine de l'État. Quelles sont les théories qui expliquent sa création en tant qu'institution? Et ces origines nous amènent à définir l'État. En français facile, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette méga institution que les uns appellent Léviathan et les autres appellent monstre qui occupe toute notre vie? Sa vraie signification, c'est quoi? Quelles sont ces conceptions qui dominent le monde aujourd'hui? Quelles sont les différentes formes de l'État? Et quels sont les éléments qui constituent un État? Et qui sont en même temps les conditions de son existence? Les différentes notions qui seront clôturées par les fonctions de l'État, les différents organes de l'État, leurs missions et leurs capacités dans la société. Nous allons décortiquer cette institution omniprésente dans notre existence, que nous puissions comprendre son importance.